On est en train d'assister aujourd'hui à un effondrement total du cadre normatif qui a fondé les relations internationales après 1945, plus aucun respect de la Charte des Nations Unies, où il est devenu normal presque d'applaudir des assassinats ciblés, une guerre économique, une destruction d'États. C'est pas forcément comme on l'imagine dans les médias mainstream occidentaux, la méchante Russie qui à travers Internet essaye de faire basculer l'opinion. C'est surtout tout le travail des officines de renseignement américains, anglais, qui pousse quasiment littéralement à des guerres civiles. On va se diriger vers des scénarios absolument apocalyptiques. Bonjour Monsieur Lemissi. Bonjour Laetitia. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Vous êtes analyste géopolitique, chargé de cours à la Swiss UMass University of Applied Sciences et secrétaire du JPRI. Votre expertise englobe l'analyse du risque géopolitique et l'intelligence économique. Vous alertez depuis plusieurs mois sur le risque croissant d'une troisième guerre mondiale. À vos yeux, les tensions actuelles entre grandes puissances ne relèvent pas d'un simple désordre passager, mais d'un véritable basculement historique. Et j'aimerais revenir avec vous sur cette pensée aujourd'hui. J'aimerais comprendre ce qui vous pousse à tirer la sonnette d'alarme et ce que cela implique concrètement pour nos sociétés. Monsieur Lemissi, vous parlez dans vos diverses prises de parole d'un ensauvagement du monde. Qu'est-ce que vous mettez exactement derrière cette expression? Est-ce que c'est une transformation des comportements individuels uniquement, ou est-ce qu'on a un véritable basculement global de la géopolitique vers une logique plus primitive, plus violente? De quoi s'agit-il exactement? Alors, lorsque je parle d'ensauvagement du monde, je vais essayer de le résumer parce qu'il y a une dimension qui est globale, qui est collective, et puis il y a aussi une dimension qui touche plus individuellement, si j'ose dire, les sociétés du Nord ou les sociétés du Sud. Mais par ensauvagement, ce que je veux mettre en avant dans le cadre des relations internationales, eh bien, c'est qu'on est en train d'assister aujourd'hui à un effondrement total du cadre normatif qui a fondé les relations internationales après 1945, c'est-à-dire, et pour le dire assez simplement, plus aucun respect de la Charte des Nations Unies. Quand je dis plus aucun respect, c'est pas simplement dans la pratique, mais même dans la théorie ou même dans l'acception en fait de la norme par les États, par les intellectuels, par les journalistes, et on peut le voir à travers les sorties, les débats auxquels on peut assister dans les chaînes d'information par exemple, où il est devenu normal presque d'applaudir des assassinats ciblés, une guerre économique, une destruction d'États, et c'est ça qui m'interpelle très fortement. On voit d'un côté la Charte des Nations Unies qui ne pèse plus rien du tout, une remise en cause du droit international humanitaire, du droit de la guerre, des conventions de Genève, et c'est un phénomène qui rend compte en fait d'une forme de recul de tout ce qui a marqué les évolutions civilisationnelles à travers les époques. C'est-à-dire que depuis l'Antiquité, si on prend par exemple le cadre diplomatique, eh bien on a un certain nombre de normes qui se sont forgées, qui répondaient ou de codes d'honneur, ou bien de principes moraux, ou parfois de religion. Par exemple dans l'islam, à travers la codification du premier droit de la guerre qu'on a eu dans l'histoire de l'humanité, ou par exemple à travers les lois steppiques de l'espace turco-mongol qui faisait que les émissaires, par exemple, les ambassadeurs, les diplomates au sens large bénéficiaient d'une sorte de principe d'inviolabilité, d'immunité sécuritaire, et ce, quelle que soit la religion ou l'origine de ces diplomates. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit un certain nombre d'événements, comme par exemple le bombardement il y a quelques années du consulat iranien en Syrie par l'armée israélienne, bien qu'elle ne l'ait pas reconnu officiellement en tant que telle, ou le fait qu'on ait des diplomates, par exemple ukrainiens, qui se retrouvent à être assassinés, alors prétendument par le même camp, après avoir tenté de négocier avec les Russes en 2022, on est en droit de s'interroger, et c'est en cela que je parle d'ensauvagement du monde, le fait qu'un certain nombre de normes, de pratiques qui étaient considérées comme sanctuarisées, eh bien, tentent à disparaître, et que cette disparition soit considérée comme normale. Je vous donne un autre exemple. Les Jeux Olympiques de Paris, on a vu certains États qui ont été boycottés. Or, si on reprend l'esprit des Jeux Olympiques à l'origine, à l'époque de l'Antiquité justement, le principe des Jeux Olympiques, c'était l'idée que des puissances qui étaient en conflit entre elles, des cités grecques, se retrouvaient et tentaient justement de remédier à leurs problèmes à travers une expression sportive qui mettait un petit peu de côté le temps de la guerre.
tout ça est en train de disparaître comme si nous étions dans un processus de décivilisation. Et c'est de ça que je parle lorsque je parle d'ensauvagement du monde, un petit peu à la manière dont Raymond Aron parle de ce qu'il appelle la guerre absolue, l'idée d'une guerre sans limite qui ne répond plus à aucun cadre normatif, comme si tout était rejeté et si tous les champs de l'expression sociale et économique répondaient de la guerre. Vous avez parlé d'assassinats ciblés, de violences qu'on n'arrive pas à freiner, à réprimer. Est-ce que selon vous, on est déjà entré dans une phase préliminaire d'une troisième guerre mondiale ou est-ce que c'est encore possible d'éviter le danger et la violence? Moi, je pense d'une certaine façon que nous sommes déjà entrés dans plein pied dans ce qu'on pourrait appeler la troisième guerre mondiale ou une forme de troisième guerre mondiale. Alors une guerre qui n'a pas forcément l'allure de guerre totale telle qu'on l'a connue lors des premières et deuxième guerres mondiales, mais qui reprend un petit peu ce que le pape François récemment décédé avait décrit comme une troisième guerre mondiale, mais sous une forme éclaté en fait. Et c'est ce auquel on est en train d'assister aujourd'hui, avec des champs d'opposition multiples. On peut regarder ce qui est en train de se dérouler en Ukraine et qui quelque part met en opposition des blocs entre eux, parce que c'est pas simplement la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est la guerre entre la Russie et l'OTAN. Donc derrière l'OTAN, vous avez l'ensemble de la famille des pays occidentaux, mais derrière la Russie, on l'a vu, on a aussi un soutien direct ou indirect des BRICS et plus globalement, si j'ose dire, des pays du Sud qui se reconnaissent en fait dans la position de la Russie face à l'Ukraine en tant qu'outsider, contestataire d'un ordre international qui est considéré comme injuste. On peut regarder ce qui se déroule actuellement au Moyen-Orient avec 7 ou 8 pays qui se retrouvent aujourd'hui ou victimes de bombardements ou en confrontation directe, comme à Gaza, parce que on voit le Proche-Orient comme la guerre entre guillemets qui se déroule à Gaza, avec un nombre de victimes qui aujourd'hui directement ou indirectement a dépassé les 100 000, peut-être plus. Mais vous avez aussi des bombardements réguliers sur le Liban, sur la Syrie, sur l'Irak, sur le Yémen. On l'a vu avec des échanges directs entre Israël et l'Iran, dans cette fameuse guerre de 12 jours qui est en pause, parce qu'elle va reprendre dans pas très longtemps. Et à côté de cela, vous avez aussi des terrains d'affrontement possibles au niveau de la mer de Chine, notamment sur la question de Taïwan, mais aussi l'apparition de nouveaux ensembles d'alliances, comme l'AUKUS au niveau de l'Indo-Pacifique, qui laissent présager d'une possibilité de conflits relativement dangereux. On l'a vu aussi avec l'opposition momentanée entre le Pakistan et l'Inde, qui a mis en opposition aussi des blocs et, entre guillemets, des familles de puissance, puisqu'on avait derrière le Pakistan la Chine, qui soutenait très fortement donc Islamabad, et derrière l'Inde, les États-Unis et les pays occidentaux qui ont apporté leur soutien. Et puis, si on prend un autre conflit qui est très généralement oublié, celui du Congo démocratique, Congo-Rwanda, le conflit du Kivu, eh bien, on a aussi une dimension mondiale derrière ce conflit qui a fait plusieurs millions de morts, puisque derrière toutes les oppositions ethniques, politiques, on a un élément de guerre mondiale qui est celui de l'accès aux ressources et notamment de l'accès aux terres rares, et cela s'inscrit dans une conflagration qu'on ne peut pas comprendre si on ne l'applique pas dans une logique d'analyse qui est une logique d'analyse globale. Donc quelque part on est en train de vivre ce qui, à mes yeux, est le début en fait d'une troisième guerre mondiale qui va devenir de plus en plus directe, et je pense notamment au terrain ukrainien où on a vraiment des signes qui montrent que l'on risque, à défaut de trouver un accord de paix rapide, peut-être une extension du conflit sur un certain nombre de territoires en plein cœur de l'Europe, et ça c'est quand même quelque chose de très inquiétant. Et pour reprendre plus globalement, pour revenir à cette question de cette troisième guerre mondiale, on peut regarder un petit peu à travers une analyse historique, voir un petit peu les concomitances et repenser à ce que disait Henry Kissinger, qui disait que derrière chaque effondrement de l'ordre international précédait une conflagration violente, et c'est ce que nous sommes un peu en train de vivre aujourd'hui, avec une contestation qui est claire d'un ordre mondial globalement dominé par l'Occident, surtout après la fin de la guerre froide, avec une unipolarité qui est aujourd'hui refusée par les nations émergentes, les pays des BRICS, le Sud global, mais qui en même temps voit les pays occidentaux, les États-Unis et la périphérie européenne, si j'ose dire, bien essayer de faire de la résistance avec un refus d'accepter
une réalité qui est pourtant actée, un rapport de force qui est clair. Hein. Aujourd'hui, si l'on prend les BRICS économiquement pèsent plus que le G7, mais le G7 ou les nations du G7 essaient de faire bien comme si les choses n'avaient pas changé et voudraient continuer sous une logique qui n'est plus acceptée partout ailleurs. Vous évoquez cette conflagration violente, mais concrètement, c'est quoi les signaux d'alerte qui vous font dire qu'aujourd'hui, justement, le monde est sur cette pente dangereuse telle que l'évoquait Kissinger à l'époque? Alors je dirais que les signaux d'alerte aujourd'hui sont nombreux, et même très nombreux. L'un des plus grands signaux d'alerte, c'est le fait qu'aujourd'hui, la diplomatie ne soit plus au centre du jeu international. C'est-à-dire que si on revient à l'histoire, par exemple, au lendemain de ce qui a été le congrès de Vienne, 1815, on a vu se mettre en place ce qu'on a appelé, avec le temps, le concert des nations en Europe, où en fait, eh bien, les nations européennes tentaient de discuter à travers des échanges diplomatiques réguliers, eh bien, pour que dans chaque situation de conflit, on arrive très rapidement à trouver en fait une solution négociée à travers le jeu diplomatique. Et c'est à partir de cette époque que les grandes lettres de noblesse de la diplomatie se sont instituées. Aujourd'hui, on a l'impression que la diplomatie non seulement est reléguée au second plan, du moins dans le monde occidental, et même plus grave que cela, la diplomatie est utilisée comme moyen de ruse de guerre. Et ça, c'est quelque chose qui est très inquiétant. On peut regarder ce qui s'est déroulé, par exemple, lors des dernières discussions sur la question du nucléaire iranien entre les États-Unis et l'Iran. On avait des discussions officielles qui étaient en train de se dérouler, qui avaient pas mal avancé sur un certain nombre de questions, et on avait un espèce de round final qui devait avoir lieu au Sultanat d'Oman et qui devait mettre en relation, en discussion directement les États-Unis et l'Iran. Qu'est-ce qu'on a vu? Pendant les jours qui ont précédé, entre guillemets, ces discussions, vous voyez le déclenchement d'une attaque militaire massive contre l'Iran de la part d'Israël, puis plus tard des États-Unis. Ce signe est quand même un signe très inquiétant, parce qu'il est en train de faire tomber, entre guillemets, toutes les frontières. On voit que toutes les digues internationales telles qu'elles étaient reconnues par le droit, par la coutume, par la pratique, sont aujourd'hui remises en question. Et ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau, en ce sens où même, dans les temps passés, dans les logiques de guerre, on avait toujours ce qu'on appelait une sanctuarisation du jeu diplomatique. On ne s'attaquait pas aux diplomates, on ne s'attaquait pas aux instances, aux enceintes diplomatiques, parce que justement, elles étaient là pour permettre un cadre de régulation. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on cherche à éliminer tous les cadres de régulation et que tous les champs de l'activité sociale, politique, économique sont des champs de guerre, comme s'il n'y avait plus de limitation entre ce qui devait relever du champ de la guerre, du reste. Et ça, pour moi, ça m'interpelle, et ça, c'est un signal fort qui nous montre que nous sommes entrés dans une espèce de mécanique extrêmement dangereuse et inquiétante, et qui laisse préfigurer la possibilité d'une conflagration mondiale généralisée, qui ne touchera pas simplement le volet militaire, mais tout un autre nombre de domaines. On le voit à travers les mesures de guerre économique, sanctions massives contre des États, qui touchent en réalité les sociétés, guerre cognitive, c'est-à-dire guerre informationnelle dans lesquelles on va chercher de déstabiliser les États. Et c'est pas forcément comme on l'imagine dans les médias mainstream occidentaux, la méchante Russie qui, à travers Internet, essaye de faire basculer l'opinion. Pour ce qui existe en partie, c'est surtout tout le travail des officines de renseignement américains, anglais en particulier, qui cause des dégâts dans un certain nombre de pays, qui pousse quasiment littéralement à des guerres civiles. On pourra y revenir peut-être un peu plus tard. Et tout cela est quelque chose qui n'est pas un bon signe pour la suite des événements. Et puis pour revenir à cette question de signaux, j'aimerais que l'on regarde aussi ce qui s'est déroulé récemment, avec notamment le fait qu'on remette en cause tous les mécanismes, entre guillemets, de contrôle, notamment des armements nucléaires. Tout ce qui est relevé, vous savez, les traités SALT, traités START, New START, qui sont aujourd'hui remis en question. Ce qui s'est déroulé en Sibérie et dans un certain nombre de parties de la Russie où on a eu un bombardement
par drone, à quelques kilomètres, entre guillemets, eh bien, des avions de la flotte stratégique nucléaire russe. C'est un signal qui est particulièrement dangereux. On avait eu ce signal-là en avril 2024, lorsque un certain nombre de drones avaient essayé de toucher en fait les radars stratégiques russes, qui sont les radars d'alerte nucléaire. Alors, il faut savoir que ces systèmes d'armes, ces systèmes de reconnaissance sont des systèmes qui sont extrêmement régulés et qu'il a été fait en sorte, notamment qu'entre les États-Unis et la Russie, tous ces systèmes soient visibles par l'adversaire. Et c'est une politique, entre guillemets, volontaire, comme un espèce de signe de bonne volonté de chacune de ces deux grandes puissances, de démontrer qu'elles se refuseront constamment à entrer dans une logique de guerre nucléaire qui serait synonyme de destruction totale de la planète ou du moins de l'humanité. Aujourd'hui, lorsqu'on voit la facilité avec laquelle l'on se permet de telles attaques, profitant d'une forme de ruse, parce que les attaques contre les aérodromes russes, en théorie, si les Russes avaient caché leurs aérodromes, entre guillemets, ou mis dans des structures en béton leurs avions, ces attaques n'auraient jamais eu lieu. Le fait que ces avions stationnaient, entre guillemets, à l'air libre, si j'ose dire, ça répondait de ces accords. Ça veut dire qu'on est en train de voir l'effondrement de tout ce qui fait le cœur même du droit international et de la confiance qui doit exister entre les États et qui doit notamment empêcher les escalades les plus dangereuses. Et aujourd'hui, on est en train de jouer avec la rhétorique nucléaire d'une façon absolument scandaleuse et irresponsable. Et lorsqu'on voit le niveau de débat, de discussion dans les émissions télévisées, entre guillemets, dites d'information, je crois qu'on a affaire à quelque chose d'inquiétant. Avec des spécialistes, par exemple, je pense notamment à un spécialiste français, spécialiste militaire français, qui expliquait que si la Russie envoyait, vous savez, le fameux missile Satan 2, hein, de son nom, le missile Sarmat, eh bien, l'on pouvait se féliciter que seulement 1% du territoire français serait détruit. Alors déjà, cette information est complètement fausse, parce qu'un missile de ce type risque de détruire peut-être 20 à 30% du territoire national français. Imaginez que vous avez l'entièreté de Paris et de sa banlieue qui est détruite. C'est-à-dire que vous n'avez plus de centre politique, vous n'avez plus de centre qui régule l'approvisionnement alimentaire, vous n'avez plus de structures qui permettent la vie économique normale. En fait, c'est l'effondrement même du pays avec une situation de chaos, voire de guerre civile, voire de choses encore beaucoup plus graves. Donc, on a affaire aujourd'hui à des discours qui sont totalement inconscients, irresponsables, pour ne pas dire totalement fous. Oui, on constate vraiment une brutalisation des sociétés, hein, vous le disiez. Et ce qui me surprend aussi dans votre discours, c'est que vous dites que même les médias vont dans le sens de cette violence. Ils applaudissent, vous l'avez dit tout à l'heure, des assassinats ciblés. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que les médias sont complices finalement de cette guerre qui est en marche? Alors, en 1918, George Moss parlait, alors pas des médias hein, de l'époque, mais essayait d'expliquer que la guerre, il disait, la guerre brutalise les sociétés. C'est-à-dire que la guerre, mais là plus spécifiquement la culture de guerre, hein, mais il faut prendre en considération qu'en Europe, nous sommes en guerre. Simplement, c'est que le champ de bataille, le champ d'affrontement direct ne se trouve pas en France, hein, il ne se trouve pas en Suisse, il ne se trouve pas en Allemagne, mais il se trouve en Ukraine, et c'est un affrontement qui est un affrontement continental, pour ne pas dire même un affrontement mondial. Donc nous sommes en guerre d'une certaine façon, pour ne pas paraphraser ce qu'avait raconté Emmanuel Macron vis-à-vis du virus du Covid, hein, mais je ne vais pas rentrer dans ces élucubrations-là. Et donc en parlant de brutalisation de la société, c'est l'idée que quelque part se diffuse de façon insidieuse une forme de culture de violence, une forme de culture de guerre, qui va permettre à terme en fait de faciliter, lorsque le besoin s'en fera ressentir, une mobilisation directe des individus dans un processus de guerre destructeur. Il faut regarder par exemple qu'avant la Première Guerre mondiale, pendant plusieurs décennies, si on prend le cas de la France, et ça a été étudié de façon très intéressante par les historiens, on a fait diffuser une forme de culture de guerre à travers une présentation particulièrement déshumanisée, notamment de la figure de l'Allemand, qui mangeait des enfants, qui était présenté comme un barbare, etc. Et cela était diffusé
et dans les écoles, dans l'enseignement, dans la presse, dans la culture populaire. Et c'est quelque chose qui, quelque part, a facilité en fait l'entrée en guerre, avec cette impression absolument incroyable, lorsqu'on regarde certaines images d'archives, de jeunes, à fleur de l'âge, engagés dans le conflit, presque souriants, et convaincus qu'ils allaient revenir pour Noël, alors que la plupart vont y laisser leur peau dans des conditions absolument abominables, où lorsqu'ils revenaient, les fameuses gueules cassées, c'était démembré en morceaux avec des blessures parfois impossibles à soigner. Et ça, c'est quelque chose qui est inquiétant parce que nous sommes rentrés dans ces logiques de déshumanisation. On le voit à travers la présentation ou la façon de présenter certains pays où il n'y a plus du tout de nuances, hein, tout est manichéen, tout est ou le bien ou le mal absolu. Et on le constate par exemple dernièrement lorsque certains médias mainstream, se sont presque félicités de l'assassinat de personnels politiques dans certains pays ou de scientifiques. On en est arrivé aujourd'hui à se féliciter, à louer l'efficacité de certaines opérations, ces opérations criminelles à large échelle, qui ont visé à assassiner des scientifiques en instrumentalisant en plus une organisation internationale, en l'occurrence l'AIEA, qui est devenue le bras armé, entre guillemets, de certains États dans leurs opérations militaires illégales. Mais il s'agissait là, en l'occurrence, de scientifiques de quel pays et pour quelle raison est-ce qu'on a applaudi leur assassinat? Alors là, je parlais de scientifiques iraniens en l'occurrence, notamment les scientifiques iraniens qui ont travaillé sur le programme nucléaire iranien, dont il faut rappeler qu'officiellement, c'est un programme nucléaire civil. Quelle était la justification derrière les applaudissements des médias? Pourquoi est-ce qu'ils se sont réjouis finalement de leur assassinat? J'ai envie de dire que c'est une excellente question, parce qu'on a là un parti pris des médias qui, au lieu d'analyser, tenter de faire comprendre en fait la réalité de ce qui se passe, eh bien font partie en fait d'un processus de guerre généralisée dans lequel on a identifié un ennemi. En l'occurrence, là, l'ennemi c'est l'Iran, et à partir du moment où on a identifié l'ennemi, c'est comme si, entre guillemets, tous les coups étaient permis, même l'assassinat de personnel civil, scientifique, était justifié, parce que comme l'Iran représenterait un danger, notamment pour Israël ou pour les intérêts américains ou occidentaux dans la région, eh bien on peut se dire que là, tout est possible, tout est acceptable, même des assassinats, entre guillemets, illégaux. Et là, c'est quelque chose qui interpelle et qui est quand même inquiétant. D'autant plus que toute cette phase d'assassinat ne visait pas que les scientifiques. On avait en gros 300 personnes représentant, entre guillemets, la réalité du pouvoir politique, économique, militaire et religieux de la République islamique d'Iran. C'est-à-dire qu'on a voulu, en quelque sorte, à travers cette opération, détruire un État. Et ça, c'est quelque chose dont on peut dire que on ne l'a jamais vu auparavant, en ce sens où les conflits étaient localisés, limités, on cherchait à faire un maximum de dégâts à l'adversaire, mais cette logique de destruction complète de l'élite d'un pays, ça interpelle et c'est dangereux parce que ça veut dire que l'on s'interdit même la possibilité de la paix, puisqu'on est en train de chercher à détruire les interlocuteurs possibles d'une désescalade. Vous l'avez évoqué, on a plusieurs foyers actuellement de crise dans le monde entier, l'Ukraine, le Proche-Orient, Taïwan. Selon vous, lequel de ces foyers est le plus susceptible d'exploser à court terme? J'ai envie de dire qu'ils ont déjà explosé tous d'une façon ou d'une autre, particulièrement en Ukraine et au Moyen-Orient. Alors, si je dois considérer le foyer le plus dangereux, j'aurais une hésitation entre le foyer ukrainien et le foyer du Moyen-Orient, alors pour des raisons un peu différentes. On va dire d'observation, je dirais que le foyer le plus dangereux, c'est aujourd'hui l'opposition entre Israël et l'Iran, qui est une opposition particulièrement inquiétante, en ce sens où on a un effet domino possible, parce que l'on est dans une guerre qui, théoriquement, ne devrait pas avoir lieu. Pourquoi je dis ne devrait pas avoir lieu? Puisqu'on a en fait un pays qui essaye d'entraîner le reste du monde dans un conflit qu'il n'a pas les moyens en fait de mener. Je parle d'Israël, qui veut absolument en fait engager les États-Unis dans une guerre directe avec l'Iran, chose qui s'est déroulée sur entre guillemets une petite séquence, mais qui a été relativement limitée, avec une fin des hostilités relativement rapide, puis des objectifs relativement
identifié, c'est-à-dire la question des sites nucléaires iraniens, mais les choses ne sont pas encore finies, si j'ose dire. Et là, on a affaire à quelque chose qui pourrait déboucher sur une confrontation globale qui opposerait en fait, entre guillemets, les puissances maritimes, c'est-à-dire l'Occident collectif, les États-Unis et l'Europe, face à ce qu'on appelle les puissances continentales, et en particulier les deux pays partenaires de l'Iran, la Russie et la Chine. Et ça, c'est un piège très dangereux dans lequel, je pense, la probabilité de confrontation majeure est relativement importante. Considérant également qu'on a un certain nombre de pays qui sont déstabilisés très fortement, bombardés régulièrement. On a évidemment le génocide à Gaza, mais on a aussi les bombardements réguliers sur la Syrie qui sont en train de faire imploser encore un peu plus la société syrienne, notamment depuis la prise de pouvoir par les groupuscules djihadistes, avec le soutien de l'Occident. Et la guerre civile, qui était déjà une réalité, va prendre une ampleur peut-être encore plus importante. Puis les bombardements réguliers israéliens sur le Liban, qui sont en train de déstabiliser forcément le pays, parce qu'en bombardant des pays, vous avez des pays qui ne peuvent plus avancer économiquement, parce qu'il n'y aura plus d'investissement extérieur, il n'y aura plus de tourisme extérieur, sans compter le nombre de victimes dans ce pays et la volonté aussi des gens de quitter le territoire, tout simplement pour aller retrouver un havre de paix quelque part. Et là, je pense qu'on a quand même une situation qui est extrêmement périlleuse, qui est extrêmement dangereuse. Autre foyer de tension majeure, évidemment, l'Ukraine, avec en fait les craintes d'une extension du conflit au-delà du périmètre ukrainien, parce qu'on a une multiplication en fait des provocations, notamment avec des livraisons d'armes occidentales aux Ukrainiens de plus en plus problématiques en ce sens où ce sont des systèmes d'armes qui ne sont utilisables qu'à travers une intervention militaire ou une expertise directe des armées occidentales. C'est-à-dire que, par exemple, on va utiliser des systèmes d'armes qui vont devoir identifier des cibles en Russie, et ces cibles ne peuvent être identifiées que par un traçage satellitaire occidental ou à travers l'envoi en fait d'avions de repérage sur tout le long de la mer Noire, par exemple, qui vont faire un travail de repérage à distance. Et du coup, pour les Russes, est-ce que les Russes vont considérer à un moment donné que ces cibles sont légitimes, sachant que les Russes peuvent éliminer ces appareils très facilement, qu'ils ne le font pas pour pas entrer en guerre directe, et qu'en même temps, les frappes ukrainiennes en profondeur sur le territoire russe ne sont possibles qu'à travers l'utilisation de ces procédés de repérage. Donc on se retrouve dans une situation un petit peu ubuesque dans laquelle en fait on oblige presque la Russie à entrer directement en guerre contre des pays de l'OTAN, et inversement, si la Russie n'intervient pas, elle s'interdit en fait de réagir à une menace qui est sérieuse et qui touche l'intérieur profond du pays. Maintenant, ma question, c'est de savoir quelle sera la réaction de la Russie une fois que toutes ces digues seront encore tombées et qu'on ait, je sais pas, un ministère russe qui va être bombardé directement par les Ukrainiens à travers un missile de croisière fourni par l'Allemagne, la France ou le Royaume-Uni, ou bien qu'une centrale nucléaire russe se retrouve à être touchée par un bombardement ukrainien. Ma question sera de savoir quelle va être la réaction russe, sachant que dans ces scénarios, dans les protocoles d'usage des armes nucléaires, notamment tactiques, la Russie s'est donné le droit de le faire. Et donc là, on voit comment on se retrouve dans une logique borderline continue. On va acculer en fait un pays de plus en plus, sans jamais rechercher une solution pacifiée, parce que l'objectif derrière tout ça, c'est d'assurer le continuum d'une guerre longue qui affaiblisse en quelque sorte un pays qui a été désigné comme un rival potentiel, qu'il faut éliminer à travers l'usure, en fait une guerre d'usure économique, bien que les choses se soient retournées au détriment des Européens qui payent aujourd'hui la facture d'une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Et par rapport aux États-Unis, quel rôle jouent les États-Unis finalement dans toute cette configuration? On a longtemps appelé ce pays la police du monde. Est-ce qu'il a encore ce rôle aujourd'hui de stabilisateur dans l'ordre géostratégique mondial? Alors là, je vais reprendre un petit peu Emmanuel Todd qui, justement, critique les États-Unis en ce sens où les États-Unis sont encore
à ce jour la seule vraie puissance globale du monde, en ce sens où aucun autre État ne dispose d'une capacité de projection, et notamment de projection militaire, et de projection culturelle également, comme les États-Unis. La Chine économiquement pèse plus aujourd'hui que les États-Unis, mais n'ont pas la capacité de projection militaire des États-Unis, même si les technologies militaires chinoises de rupture dépassent les technologies militaires américaines les plus avancées. Il semblerait que les États-Unis ne soient pas vraiment encore au courant ou fassent semblant de ne pas le comprendre. Et on pourrait y revenir plus tard. Mais on a les États-Unis qui sont dans une position dominante, de fait, dans le sens où elle a une capacité de projection, elle a une capacité de rayonnement culturel qu'aucune autre puissance n'est capable d'assurer de la même façon. Et on a affaire à un espèce de paradoxe d'avoir des États-Unis, entre guillemets, qui se sont positionnés de fait comme les gendarmes du monde, mais qui sont en même temps les premiers dérégulateurs de l'ordre international, qui sont les premiers à remettre en cause en fait les règles qu'ils ont eux-mêmes contribué à édifier au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est quelque chose qui interpelle et qui interroge fortement. Je prends par exemple le cadre du dollar. Le dollar s'est institué comme la devise internationale de référence. Or, les États-Unis utilisent le dollar comme arme économique à travers notamment ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain, avec, au moment voulu, des sanctions prises contre des États récalcitrants avec qui les États-Unis se trouvent être en conflit et qui vont toucher d'autres États qui utilisent le dollar entre eux. Ça, c'est un élément qui interpelle. De la même façon, l'usage ou l'instrumentalisation du droit international, l'instrumentalisation des organisations internationales, à l'image de l'AIEA notamment, par le renseignement américain, interpelle encore une fois, parce qu'on est dans une logique où en fait, on a l'impression, comme l'avait très bien décrit d'ailleurs Martin Luther King dans les années 60, bien que les États-Unis sont une grande puissance qui ne dispose pas de la maturité, entre guillemets, qui devrait aller avec. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est problématique dans le cadre du leadership américain. Et c'est vraiment le cadre aussi d'explication du pourquoi de la remise en question de ce positionnement américain, de ce leadership américain qui est contesté partout, notamment à travers la dimension la plus spectaculaire, qui est ce double standard appliqué par exemple dans sa relation de protection inconditionnelle à Israël, et de l'autre côté des mesures particulièrement agressives à l'égard d'États qui sont très loin d'avoir fait ne serait-ce qu'un petit bout de ce qui est commis aujourd'hui à Gaza. Je pense aux bombardements qui ont été menés sur l'Iran, ou bien le train de 18 000 sanctions engagées contre la Russie par rapport à sa guerre en Ukraine, qui est une guerre évidemment qui viole le droit international, qui cause évidemment des victimes civiles, mais si on prend proportionnellement, on a 10 000 victimes civiles en Ukraine, à côté des 100 à 200 000 morts civils, femmes et enfants en grande priorité à Gaza, dans une population de 2 millions d'habitants, alors qu'en Ukraine on a une population de 40 millions d'habitants, on voit bien qu'on est dans un deux poids deux mesures que le monde entier, dans sa globalité, ne peut plus accepter. Vous disiez aussi tout à l'heure que la désinformation américaine au niveau national pouvait conduire à une guerre civile. Qu'est-ce que vous entendiez par là exactement ? Alors, je parlais de ce qu'on appelle la guerre cognitive, guerre informationnelle, c'est-à-dire que c'est la façon dont un certain nombre d'officines, c'est un complexe qui tourne beaucoup autour des services de renseignement, notamment la CIA, qui sont particulièrement spécialisés en la matière, mais aussi les services anglais, arrivent en fait à mener des politiques de déstabilisation dans certains États en jouant sur leurs fractures et leurs fragilités. Fracture et fragilité confessionnelle, par exemple, en essayant d'investir et de monter idéologiquement un groupe, ce qui va créer une situation d'instabilité et qui peut provoquer des guerres civiles. On a vu comment, par exemple, en Syrie, on a mis en avant tout un espèce de narratif de pouvoir qui devait revenir à une majorité musulmane, arabe, sunnite, entre guillemets, que l'on a présenté comme une majorité, entre guillemets, marginalisée, ce qui était totalement faux, alors qu'on avait un pouvoir en Syrie qui était basé sur un principe, entre guillemets, du nationalisme arabe, qui se voulait rassembleur, justement au-dessus des appartenances ethno-confessionnelles. Et aujourd'hui, on voit la réalité. Alors, le pouvoir aurait été donné à la majorité arabe sunnite. Simplement, elle est représentée surtout par des milieux djihadistes.
et les populations arabes sunnites de Syrie aujourd'hui sont les premières à se plaindre de cette évolution particulièrement inquiétante du pays où on s'attaque aux minorités chrétiennes, on s'attaque aux minorités alaouites, on s'attaque aux minorités druzes et on entretient en fait ce qui va être très certainement l'implosion et certainement la fin de la Syrie en tant qu'État. On peut regarder ce qui s'est déroulé aussi en Iran ou comment des causes légitimes liées à la question du droit des femmes, liées à la question de l'émancipation de la jeunesse vis-à-vis d'un système considéré comme oppressif, oppressant, mais qui est utilisé en fait à des fins de déstabilisation. En quelque sorte, les Américains, les dirigeants de l'État profond américain n'ont strictement rien à faire des femmes iraniennes, strictement rien à faire des jeunes Iraniens. Par contre, les montées contre le pouvoir pour déstabiliser le pays afin de préparer une logique, entre guillemets, non simplement d'effondrement de l'État iranien, mais surtout de découpage de l'État iranien en plusieurs entités ethno-confessionnelles, ça, oui, ça sert les intérêts des États américains et on utilise justement la guerre cognitive pour affaiblir un État de l'intérieur. Et le malheureux résultat derrière ça, c'est que vous avez un certain nombre d'États, notamment d'États du Sud, qui rentrent dans une espèce de logique de paranoïa, qui voient des espions partout, qui voient des éléments de déstabilisation partout, et qui font entretenir une logique de domination, entre guillemets, autoritaire, violente à l'encontre de leur population. Donc on a affaire à une logique de double peine, si j'ose dire, pour tous ces pays et les populations et les sociétés de ces pays. Vous êtes, Monsieur Lemissi, expert de la sécurité énergétique. On en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais finalement, est-ce que le nucléaire reste un garde-fou dans ce contexte de tensions grandissantes, ou est-ce que c'est au contraire une illusion de sécurité face à des acteurs qui sont, comme vous le disiez, de plus en plus imprévisibles ? Alors là, on parle plutôt de la dimension militaire du nucléaire. Alors ce qu'il faut regarder, c'est que si on s'intéresse notamment à ce qu'était toute la séquence de la guerre froide, quelque part, le nucléaire a servi en fait de dissuasion et a empêché un affrontement direct entre les deux grands qu'étaient l'Union soviétique et les États-Unis, en raison de ce qu'on appelait en langue anglaise le MAD, Mutual Assuring Destruction, si je ne me trompe pas. Donc l'idée que derrière l'affrontement nucléaire, de toute façon, on a une destruction mutuelle, voire une destruction de l'humanité entière. Et donc cet élément dissuasif a été suffisamment fort pour empêcher, durant toute la guerre froide, en fait, tout affrontement direct entre soviétiques et américains. Donc on a eu des guerres par procuration, ce qu'on a appelé des guerres chaudes, la guerre du Vietnam par exemple, la guerre d'Afghanistan, où Américains et Soviétiques se combattaient, mais à travers, entre guillemets, d'autres groupes ou d'autres pays. Aujourd'hui, ce auquel on est en train d'assister, c'est quand même une évolution relativement nouvelle, c'est de voir que tous les garde-fous qui entouraient, entre guillemets, la logique militaire nucléaire, sont en train de tomber, sont en train de s'effondrer, que ce soit dans le discours ou dans la pratique. Dans le discours, j'en disais quelques mots tout à l'heure, c'est qu'on voit de plus en plus d'intellectuels, intellectuels organiques ou intellectuels du système, journalistes, spécialistes militaires ou autoproclamés comme tels, qui présentent l'option nucléaire comme une option plausible à travers l'utilisation, entre guillemets, fantasmée d'armes nucléaires miniaturisées. Donc ce qui en dit long quand même sur la réflexion qui habite ces spécialistes, et alors même que l'arme nucléaire, c'est l'arme ultime, en ce sens où l'utilisation de l'arme nucléaire ouvre la voie à des scénarios qui ne sont absolument plus maîtrisables. Absolument plus maîtrisables parce qu'il y a un jeu de dupes dans l'utilisation de l'arme nucléaire ou dans le risque ou l'évocation d'utilisation de l'arme nucléaire qui ressemble ou qui nous fait ressembler un petit peu aux logiques du poker, où non seulement on doit assurer ses propres capacités de frappe, mais on doit tenter d'anticiper les intentions de l'autre. Et je peux vous renvoyer au fameux film Docteur Folamour. On a à un moment donné toute une réflexion de savoir s'il faut frapper préventivement à l'arme nucléaire un adversaire avant que celui-ci ne nous frappe.
ayant des informations nous indiquant que l'autre chercherait à nous frapper. Et on est là dans une espèce de situation extrêmement périlleuse, extrêmement dangereuse, alors même que l'on avait vu l'émergence de façon très institutionnalisée, en fait, d'une forme de culture nucléaire, d'une culture stratégique nucléaire, avec un dialogue très strict, très clair, avec des cautions données par chacune des parties nucléaires pour justement faire en sorte que le scénario de l'utilisation de l'arme nucléaire soit impossible. Or, qu'est-ce que l'on voit depuis le début de l'éclatement de la guerre, en fait, en Ukraine? Le fait que l'on se contrefiche du fait du statut nucléaire de la Russie, qui est quand même la première puissance militaire nucléaire mondiale, c'est-à-dire, pour résumer, la première puissance militaire mondiale, puisque c'est le pays qui a la capacité de frappe la plus importante au monde, avec une capacité de destruction de la planète entière à plus de 20 ou 30 fois. Donc ça, c'est un élément à prendre en considération. Or, on voit qu'on recherche de plus en plus à s'attaquer aux éléments qui font la dissuasion nucléaire russe, c'est-à-dire en rapprochant les frontières de l'OTAN de la Russie pour pouvoir faire en sorte que l'on soit en capacité de détecter tout élément d'usage du nucléaire par les Russes, ce qui réduit la capacité de dissuasion de la Russie et donc pousse la Russie dans ses retranchements, mais surtout ce qu'on a vu avec les bombardements de radars d'alerte stratégique russe et les frappes contre des avions de la flotte nucléaire russe, ça c'est complètement hallucinant. Parce que imaginons un scénario dans lequel la tentative ukrainienne, mais qui était en réalité monitorée par les Américains, les Britanniques et les Israéliens, chose dont on ne parle pas beaucoup, parce que ce sont les mêmes méthodes qui ont été utilisées en Iran. C'est comme ça qu'on a pu faire le fil et comprendre qu'on avait les services israéliens qui étaient en fait dans cette procédure d'attaque contre la Russie. Eh bien, imaginons que tous les bombardiers russes, Tupolev, avaient été détruits. Donc c'est comme si la Russie, sur l'un des fondements, entre guillemets, de sa capacité de frappe nucléaire, on parle de triade nucléaire, parce que vous avez les avions, les missiles, vous avez les sous-marins, se sont retrouvés, entre guillemets, toutes nues. Et là, on aurait pu hypothéquer de la réponse russe, qui aurait pu considérer cette agression comme légitimement une réponse, une riposte nucléaire à l'égard possiblement de l'Ukraine, voire des pays, notamment le Royaume-Uni, qui ont le plus directement contribué à cette attaque qui a visé à remettre en cause la puissance militaire nucléaire russe. Ça, c'est extrêmement dangereux. Et ça remet en cause tous les traités de contrôle des armements qui ont mis des années, des efforts diplomatiques absolument considérables pour en arriver là. Et tout ça s'effondre comme si ça n'avait jamais existé. Et c'est quelque chose qui est déplorable et qui porte une atteinte très sérieuse à la sécurité, en réalité, mondiale. En tout cas, aujourd'hui, on observe l'essor de cyberattaques, de campagnes de désinformation. Vous en avez longuement parlé sur les réseaux sociaux, dans les médias aussi, malheureusement. Des tensions également économiques, comme les embargos, les manipulations de marché. On en parlait tout à l'heure avec l'exemple de Trump. On a le sentiment que la guerre moderne se fait de plus en plus, non seulement avec les tanks, mais également de façon diffuse, en agissant sur des lignes de code, des flux financiers. Est-ce que vous pensez que la Troisième Guerre mondiale sera davantage une guerre invisible, faite de cyberattaques, de déstabilisation économique, d'opérations informationnelles? Alors si on se base sur ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui, oui, c'est une guerre qui va être multi-aspect, si j'ose dire, et qui va occuper tous les terrains d'affrontement possibles, c'est-à-dire à la fois le militaire classique, l'affrontement direct à travers les armes, avec une robotisation, une dronisation et une généralisation des systèmes d'intelligence artificielle de plus en plus, entre guillemets, importants. Et ça, c'est un élément à prendre en considération, parce qu'on a assisté, par exemple, en Ukraine, à des oppositions entre des éléments usant de l'intelligence artificielle,
des drones terrestres face à des drones aériens commandés par l'intelligence artificielle. Et ça, c'est quelque chose qui va se généraliser à terme. Il y a cet élément-là, mais cette guerre, elle rentre aussi dans d'autres dimensions. Parler de la dimension informationnelle, dimension cognitive, avec ce qu'avait très bien conceptualisé les spécialistes de West Point, qui, il y a quelques années, dans une conférence, expliquait que la guerre du futur allait se dérouler directement dans le cerveau des individus. C'est-à-dire en ne cherchant pas simplement à faire de la propagande à travers l'information, mais à intervenir dans les biais cognitifs, les biais de compréhension, d'interprétation du monde, à travers les contenus qu'on retrouve dans les réseaux sociaux et à travers d'autres éléments, entre guillemets, de processus d'instrumentalisation mentale qui sont de plus en plus perfectionnés, et avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment dans la production de contenu, vous pouvez imaginer tout le champ des possibles qui peut l'accompagner. Mais cette guerre, elle sera aussi une guerre spatiale, puisqu'aujourd'hui on sait que les satellites jouent un rôle extrêmement important. Or, on a des armes de destruction satellitaire qui ont été développées à la fois par les Américains, les Russes, les Chinois également, les Iraniens aussi, chose un peu plus méconnue. On a également, j'allais dire, le champ nano, les nano-armes aussi, qui sont plein développement, les armes dites géophysiques, le champ également du biologique, ne sont pas à l'abri d'utilisation de différents types de sabotage bactériologique et autres. Et en fait, on aura une guerre de toute façon qui sera une guerre totale, hybride, et qui va toucher tous les éléments de la vie quotidienne des individus, avec en plus des conséquences qui seront ressenties. Parce que si vous attaquez par exemple aux infrastructures qui commandent l'Internet, tous les câbles sous-marins, vous avez des conséquences sur l'utilisation des processus et des outils informationnels et de communication sur la planète entière. Si vous attaquez aux infrastructures énergétiques transnationales, on peut penser par exemple à ce qui s'est déroulé avec les explosions, vous savez, des gazoducs Nord Stream. Vous avez la remise en cause d'une infrastructure qui appartenait à l'ensemble européen, qui reliait la Russie et l'Europe, qui dans les médias mainstream a été présentée, était félicitée comme une grande œuvre, entre guillemets, oubliant de dire que Nord Stream appartenait à l'ensemble, un certain nombre de pays européens, dont l'Allemagne, qui avait des parts très importantes dedans, également des pays comme la France ou des pays comme les Pays-Bas, ce qui quand même interpelle et interroge sur la façon justement dont cette guerre informationnelle est menée et amène à des situations absolument incompréhensibles. Certains experts pourraient vous reprocher d'être un peu alarmiste. Vous leur répondriez quoi? Est-ce que vous pensez vraiment que les lignes de fracture sont aussi irréversibles que ce que vous avez laissé entendre au cours de cette interview? Alors pour vous répondre, je reprendrai un proverbe populaire très connu, c'est qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Alors évidemment, mes propos pourraient être tenus comme catastrophistes ou alarmistes, c'est vrai, mais en même temps, il faut savoir analyser les choses telles qu'elles sont en train de se dérouler. Nous sommes en train d'assister très clairement à une escalade qui est vraiment dangereuse. Si on reprend l'un des grands théoriciens militaires et stratèges du 19e siècle, Clausewitz, qui nous disait justement que la guerre était en quelque sorte la continuation de la politique par d'autres moyens. Aujourd'hui, nous avons l'impression que la politique, l'économie, la société, le culturel, le communicationnel, l'informationnel, ne sont que la continuation de la guerre par d'autres moyens. Et donc on a un espèce de basculement de paradigme qui interpelle aujourd'hui et qui nous fait regarder des diplomates comme des agents de ruse, entre guillemets, militaires, qui fait perdre toute crédibilité aux organisations internationales, qui fait en sorte que toutes les institutions qui ont été patiemment construites, dans le temps et l'histoire, sont aujourd'hui instrumentalisées à des fins de guerre,
tout cela nous montre aujourd'hui que justement la culture de guerre prévaut dans tous les domaines. On parle d'ailleurs de guerre économique, on parle de guerre informationnelle, on parle de guerre biologique. Le terme guerre est utilisé aujourd'hui partout comme si nous étions revenus à cette espèce d'état de nature théorique qui a été parfaitement décrit par Hobbes entre les États, où en fait c'est la loi du plus fort qui prévaut. Comme si on était retourné en fait à une forme d'état sauvage ou d'état primitif, ce dont vous parliez tout à l'heure, et qu'en fait, il s'agit aujourd'hui d'opérer non pas seulement à du catastrophisme ou à une mise en alerte, mais à une révolution culturelle. Révolution culturelle en ce sens où on voit très bien que les institutions internationales actuelles sont en fin de course, qu'il faut les rénover, les renouveler, et que cela passe, en tout cas de mon point de vue, par la reconfiguration d'un espèce de nouveau congrès de Vienne, mais cette fois-ci à l'échelle mondiale, qui permette de remettre le droit, en fait, au cœur de tous les processus de discussion diplomatique et de règlement des conflits. Et si nous ne sommes pas capables de le faire, je crois que l'on va se diriger vers des scénarios absolument apocalyptiques. Et pour que cela marche, il faut très clairement un nouveau cadre international dans lequel les puissances, entre guillemets, occidentales acceptent le nouveau rapport de force. Ça, c'est essentiel, parce que le nouveau rapport de force n'est pas du tout celui qui prévalait à la fin de la guerre froide. On est dans l'illusion d'un continuum de domination occidentale qui, en réalité, n'est plus. Ça demande la prise en compte de l'intérêt d'organisations comme les BRICS. Ça demande de reconnaître la place de ce qu'on appelle le Sud global dans les instances de gouvernance. Alors qu'aujourd'hui, si vous prenez le Conseil de sécurité de l'ONU, en dehors de la Chine, on n'a aucun autre pays du Sud, entre guillemets, qui a proprement son mot à dire. Imaginez-vous que l'Inde, avec 1,5 milliard d'habitants, pèse moins au sein des instances onusiennes que l'ancien colonisateur britannique, moins de 70 millions d'habitants. Vous prenez 1,5 milliard, 70 millions, je ne sais pas dans quelle proportionnalité on se retrouve, on est dans une injustice qui est absolument inacceptable. L'Indonésie, premier pays musulman au monde, 300 millions d'habitants, n'est pas présent non plus au Conseil de sécurité. Vous avez des pays qui comptent démographiquement, puis qui ont un ancrage continental, par exemple comme le Brésil, ne sont pas représentés. Aucun pays arabe, aucun pays africain. Donc tout cela doit être remis en question, rediscuté, peut-être avec une remise en cause également, vous savez, du principe du droit de veto, qui est aussi un problème, une embûche, parce que lorsqu'on veut condamner les agissements, par exemple, d'un pays comme Israël, vous avez le droit de veto américain qui fait que on n'a pas, entre guillemets, une décision qui soit symboliquement forte pour contraindre ce pays à respecter le droit international le plus élémentaire, et notamment permettre aux populations civiles d'être alimentées et de ne pas mourir de faim, comme ce qu'on est en train de voir malheureusement aujourd'hui dans une logique de double standard particulièrement scandaleuse et qui choque très fortement les sociétés du Sud et qui contribue justement à la décrédibilisation de l'esprit du droit international et de toutes ces organisations internationales qui ont été créées au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc, pour répondre à votre question, peut-être qu'il y aura peut-être des correctifs à apporter ou des éléments à renforcer, je ne sais pas. Je dirais oui, que l'on peut être catastrophiste d'un côté, j'appellerais ça plutôt réalisme, et qu'en l'occurrence, nous sommes aujourd'hui à un point de basculement particulièrement dangereux qui doit nous amener, porter à réfléchir à un nouveau cadre de régulation internationale, et c'est quelque chose qui est urgent, sous peine de se retrouver dans une situation périlleuse réellement à l'échelle de toute l'humanité. Merci beaucoup, Monsieur Lemissier, pour ce dialogue constructif aujourd'hui. Non-respect de la Charte des Nations Unies, applaudissements d'assassinats ciblés, remise en cause des traités de contrôle des armements.
C'est une mise en garde importante que vous avez opérée sur notre plateau, une conflagration violente qui est en train de se muter en Troisième Guerre mondiale éclatée. C'était important d'échanger avec vous sur cette culture de la guerre qui prévaut et l'importance de revenir à l'esprit du droit international tel qu'on l'a connu avant 1945. Merci pour cet appel à la paix finalement et puis j'espère à très bientôt pour poursuivre la discussion. Je vous remercie pour l'invitation.